substituer le gaz naturel par du gaz renouvelable et décarboné. Plusieurs filières de production sont aujourd'hui développées, notamment la méthanisation et la production de biogaz, la pyrogazéification et le power to gas. Et dans le cadre de ce projet, on va donc se concentrer sur le développement de la méthanisation. Donc la présentation va se dérouler comme suit. Tout d'abord, une première présentation du contexte un peu plus précis sur l'épuration du biogaz. Une partie sur un travail de modélisation d'un système d'épuration du biogaz par lavage à l'eau sous pression, suivi du développement d'un prototype expérimental qu'on a développé grâce à la modélisation et qui nous a permis d'obtenir des résultats expérimentaux sur un site réel de méthanisation. Donc, ces résultats nous ont ensuite permis de développer une analyse économique et environnementale de l'installation. Et donc, je terminerai par les conclusions et les perspectives ouvertes à la suite de ces résultats. Donc, pour ce qui est du contexte de l'étude, une présentation un peu plus précise de la filière biogaz. Donc, la filière biogaz et la méthanisation, ça consiste en la digestion anaérobie de matières de biomasse qui peuvent avoir plusieurs origines et qui vont être transformées dans un méthaniseur, transformées en un digestat qui pourra être utilisé comme fertilisant sur les champs agricoles, et en biogaz, donc, un gaz composé à environ 60% de méthane, 40% de CO2 avec un certain nombre d'impuretés telles que du H2S par exemple. Donc, avec la forte teneur en méthane, on va pouvoir valoriser ce gaz pour une valorisation énergétique. Et la première solution qui a été mise en avant, c'est la cogénération, qui consiste en fait à réaliser la combustion du gaz dans une turbine à gaz pour produire de l'électricité, avec un rendement de conversion de 30 à 40%. Donc, le reste étant dissipé sous forme de chaleur. La chaleur peut être réutilisée, mais en milieu agricole, on a quelques difficultés à valoriser cette chaleur, surtout sur tout le long de l'année. Et c'est pourquoi on a cherché d'autres voies de valorisation qui pourraient être plus intéressantes d'un point de vue énergétique. Et donc, c'est le cas de l'épuration du biogaz, qui va en fait consister à retirer le CO2 qui est présent dans le biogaz pour enrichir la teneur du gaz en méthane et ainsi obtenir des propriétés énergétiques similaires à celles du gaz naturel. Et donc, si on obtient une teneur suffisante en méthane, supérieure à 85% par exemple, on va pouvoir le valoriser en carburant. Et si on obtient une valeur qui est cette fois-ci supérieure à 97%, on va pouvoir le valoriser en substitution du gaz naturel en injection dans le réseau de gaz. On peut également envisager la valorisation du CO2 si on le récupère de manière suffisamment purifiée, par exemple en injection dans les servocultures, en méthanation par exemple, en production de méthane, par exemple. Donc, cette filière de traitement, elle permet à la fois de traiter un déchet, donc la biomasse, de produire une énergie et de produire un fertilisant. Voilà. Alors, aujourd'hui, la filière biogaz en France, on a une distribution géographique qui est principalement localisée en milieu rural, à plus de 90%. Et la taille moyenne des exploitations est d'environ 16 hectares, donc ce qui est assez petit. Ce qui correspond à une production d'environ 20 normomètres cubeurs de biogaz. Or, aujourd'hui, en France et en Europe, on a des installations qui sont de beaucoup plus grande capacité, par exemple 600 normomètres cubes par heure en moyenne de production de biogaz par installation en Europe, et un peu équivalent, mais un peu inférieur pour la France. Donc, ce qui explique cette disparité entre la taille des installations et ce qu'elles pourraient être en moyenne, s'explique par le coût de l'épuration à petite échelle qui est assez élevé. Vous le voyez sur ce graphique qui représente les coûts d'investissement en fonction du débit de biogaz produit, qu'il y a une évolution exponentielle quand on s'approche des plus petits débits. Et également, il n'y a pas toujours de technologie disponible sur ces petits débits. Typiquement, en dessous des 100 normomètres cubes par heure, il n'y a pas de technologie commerciale proposée. Donc, pour conclure un peu, la biomasse dispersée qui est associée à ces coûts élevés de production et d'épuration nécessite le développement de solutions qui soient adaptées à la petite échelle et qui soient rentables. Donc, la technologie qu'on a choisi de développer dans le cadre de ce projet, c'est le lavage à l'eau sous pression, qui est un système d'épuration dont le principe repose sur l'absorption préférentielle du CO2 par rapport au méthane dans de l'eau, et qui est donné par la loi de Henry qui est présentée ici. Donc, cette loi nous indique qu'à pression plus élevée, on pourra favoriser l'équilibre dans le sens du transfert du gaz vers le liquide,
Et donc, en mettant en contact ce gaz avec le liquide, on aura un transfert préférentiel du CO2 par rapport au méthane, et on va donc enrichir la teneur en méthane du gaz. Donc, d'un point de vue technologique, on réalise cette épuration sur un système qui ressemble à ça, classiquement, donc avec une colonne d'absorption et un système de régénération de l'eau avec un ballon de séparation et une colonne de strippage. Alors, on va introduire notre biogaz, qui est représenté par ce petit nuage rouge. On va l'introduire dans la colonne, et au fur et à mesure de son ascension dans la colonne, il va s'enrichir en méthane par l'absorption du CO2 dans l'eau. Donc, notre eau, qui est envoyée depuis la colonne de strippage, elle va au fur et à mesure s'enrichir en gaz dissous. Il faut ensuite régénérer cette eau dans ces deux systèmes de régénération. Donc, tout d'abord, en effectuant un flash ou une détente à pression réduite, typiquement de 6 à 2 bars, pour récupérer une fraction du méthane qui se serait dissous. On réalise ensuite la régénération finale de l'eau par injection d'air dans une colonne de strippage pour désorber l'ensemble des gaz dissous qui seraient encore présents dans le liquide. Et on peut ensuite envoyer à nouveau le liquide dans la colonne d'absorption. Donc voici un exemple d'installation à échelle réelle, donc ici qui se trouve en Angleterre. Vous avez les deux colonnes de stripping et d'absorption et le ballon de séparation également. Donc l'avantage de cette technique par rapport à d'autres, telles que les membranes par exemple, sont qu'il s'agit d'une technologie assez simple et robuste qui peut être facilement adaptée en milieu agricole et qui présente également certaines pistes d'amélioration. Donc, plusieurs critères sont utilisés pour caractériser ces systèmes d'épuration, ces épurateurs. Donc, tout d'abord, on a le rendement de récupération du méthane, qui doit être aujourd'hui, pour les technologies commerciales, supérieur à 98%. Donc, ce rendement de récupération, il est caractérisé par la quantité de méthane qu'on récupère dans le biométhane par rapport à la quantité de méthane injectée dans le biogaz. On a ensuite le taux d'élimination, le CO2, qui est défini comme la quantité de CO2 qui a été absorbée par le liquide par rapport à la quantité de CO2 entrante dans le biogaz. Et donc, cette capacité d'élimination du CO2, elle doit permettre d'obtenir une pureté définie, par exemple, supérieure à 97%. Donc, ces deux critères-là doivent être obtenus avec une consommation électrique la plus faible possible, qui aujourd'hui est située entre 0,2 et 0,3 kWh par mètre cubeur de biogaz. Donc, on peut également caractériser l'efficacité énergétique de toute la transformation par rapport à ces critères. Et donc, pour nous, l'objectif, ça va être de développer, pour développer cette filière, de réduire les coûts de ces installations à petite échelle, en gardant ces mêmes objectifs. Donc, pour ça, plusieurs points clés ont été identifiés sur les installations de lavage à l'eau sous pression. Tout d'abord, au niveau des colonnes de stripping, qui présentent des coûts assez élevés, puisqu'elles ont des dimensions assez importantes. Et elles ont également quelques inconvénients, notamment l'injection d'air dans l'eau, ce qui peut entraîner quelques problèmes techniques sur l'épuration. On a également les ballons de séparation qui ont un coût assez important de par leur dimension, qui serait intéressant de pouvoir réduire. Les paramètres opératoires ne sont pas toujours choisis de manière optimale et donc on peut envisager une optimisation de cette consommation énergétique. Et enfin, il serait intéressant de pouvoir réduire la taille des colonnes qui présentent un coût également assez important. Donc, plusieurs travaux ont été réalisés dans la littérature. Tout d'abord, en 2014, donc une équipe finlandaise a étudié la diminution du rapport hauteur sur diamètre des colonnes d'absorption en compensant par une haute pression dans la colonne, donc jusqu'à 30 bars. Et les auteurs ont identifié une consommation électrique qui était assez élevée, avec un rendement de récupération qui était plutôt faible dû à la haute pression en fait, qui était appliquée. De 2013 à 2016, ensuite, on a eu ici au laboratoire le travail de David Benissri, dans le cadre d'une thèse, le développement d'un système de régénération de l'eau par l'association d'un mélangeur statique avec une désorption à pression atmosphérique dans un ballon de séparation. Donc les auteurs ont identifié un taux d'élimination du CO2 assez faible, même si le rendement de récupération était plutôt élevé et la consommation énergétique assez faible. Donc le mélangeur statique, c'est cet élément présenté ici, et qui permet en fait de favoriser, d'accélérer le dégazage du liquide. En 2019, une équipe indienne s'est intéressée à l'étude de l'influence de la pression intermédiaire sur les résultats de l'épuration, et ils ont obtenu un bon compromis entre le taux d'élimination du CO2 et le rendement de récupération du méthane.
Enfin, plus récemment, en 2021, une équipe coréenne a étudié un strippage sous vide et ils ont observé une diminution de la concentration en CO2 dans l'eau régénérée. Donc, ces études permettent de voir que le rendement de récupération est amélioré par la désorption à pression intermédiaire, mais qu'on n'a pas aujourd'hui de solution vraiment de réduction des coûts associés à ces ballons de séparation. Et toutes ces technologies ne permettent pas en fait, d'obtenir les objectifs recherchés, notamment en termes de rendement de récupération et capacité d'élimination du CO2. Donc, un premier élément technologique qu'on a identifié pour pouvoir remplacer les ballons de séparation, ce sont les GLCC, donc pour Gas Liquid Cylindrical Cyclone, qui sont donc des séparateurs qui sont utilisés en remplacement des ballons de séparation, notamment au milieu pétrolier. Vous avez ici des représentations de ces installations. Et le principe de séparation repose donc sur une introduction tangentielle du mélange gaz liquide dans un cylindre vertical, comme présenté ici, à travers une buse d'injection qui va permettre d'accélérer le fluide et de former un champ de force centrifuge et donc de former un vortex. Et donc ce vortex va permettre la séparation du gaz qui va s'échapper en partie haute et du liquide qui va pouvoir s'échapper par le bas. Donc voici une petite vidéo sur une maquette réalisée par des étudiants ici à l'INSA. Vous pouvez donc observer la formation du vortex. Si on représente par le point rouge l'introduction du gaz, donc le gaz va suivre un peu le mouvement du liquide et rejoindre le cœur gazeux et s'échapper par le haut. Donc, les avantages de ce système par rapport au ballon de séparation, c'est qu'on a une réduction de l'encombrement et donc forcément du coût de l'installation. Ça nécessite néanmoins d'avoir une procédure de dimensionnement assez stricte, puisque sinon on peut avoir des risques techniques, notamment dus au temps de passage qui sont très courts, de l'ordre de la seconde dans l'installation. Et donc, on a un risque d'entraînement de bulles, soit par la sortie de liquide, soit d'entraînement de liquide par la sortie de gaz. Donc, nos objectifs, dans le cadre de cette thèse, sont tout d'abord de proposer une modélisation du procédé qui permette d'appréhender l'influence des paramètres opératoires, notamment l'influence d'une régénération sous vide pour optimiser la régénération de l'eau. Le deuxième point, c'est l'influence de l'intégration de la désorption intermédiaire qui serait réalisée donc par un GLCC en remplacement des ballons de séparation. Ce travail de modélisation devra nous permettre de dimensionner et de concevoir un prototype à échelle réelle qui sera utilisé pour réaliser des essais sur un site réel de méthanisation. Suite à une campagne de mesure qui nous permettra de valider les innovations, donc régénération sous vide et l'intégration du GLCC, on pourra évaluer la rentabilité économique de l'installation à petite échelle et donc son impact environnemental également. Donc, l'objectif global, ça reste donc de proposer un épurateur de biogaz adapté à la microméthanisation. Donc, je vais maintenant Donc, je vais maintenant passer à la partie modélisation, donc par épuration du biogaz par l'eau sous pression. Pardon. On va y arriver. Voilà. Donc, classiquement, les installations sont donc séparées en partie absorption et régénération. Donc, pour ce qui est de l'absorption en colonne à garnissage, le modèle classique des unités de transfert est généralement utilisé. Donc, ce modèle nécessite de calculer tout d'abord le débit liquide à mettre en place, le diamètre de la colonne, par le calcul de vitesse d'engorgement et permet d'obtenir le choix du garnissage, par quelques vérifications hydrodynamiques, et enfin le calcul de la hauteur de colonne par les unités de transfert. Donc, la hauteur est donnée par le produit de la hauteur de l'unité de transfert et le nombre d'unités de transfert. Donc, les équations sont données ici. Certaines hypothèses sont néanmoins nécessaires pour appliquer ce modèle, notamment d'avoir un débit constant dans la colonne et d'avoir l'absorption d'un unique constituant. Au niveau de la régénération, les systèmes de modélisation sont assez classiques. Donc, on applique une détente à pression et température donnée sur le flux entrant dans le système de régénération. Et donc, on réalise un bilan entre l'entrée et la sortie et on réalise l'hypothèse qu'on a un équilibre entre les différentes phases gaz et liquide.
L'épuration du biogaz a néanmoins quelques spécificités, notamment la réduction du débit à l'ascension dans la colonne, donc qui est due à l'absorption du gaz, et on constate une baisse d'environ 50% du débit volumique. On a également une absorption concomitante entre le CO2 et le méthane, et donc ces deux critères font qu'on sort des hypothèses du modèle des unités de transfert. Donc, ce modèle nécessite pour être appliqué sur l'épuration du biogaz un certain nombre d'adaptations. Et donc, on a décidé de discrétiser la colonne, donc de la découper en n étages de hauteur Z, sur lesquels on pourra supposer que le est constant, puisqu'on aura une faible absorption. Donc, on pourra ensuite appliquer ce modèle, à la fois sur le CO2 et sur le méthane, en considérant qu'il n'y a pas d'interaction entre les deux. Et on pourra donc, de proche en proche, calculer les sorties de la colonne. Donc, ce modèle nécessite néanmoins d'ajuster entre chaque étage à la fois le débit de gaz et les fractions molaires. Donc, le débit de gaz en considérant qu'on a retiré une certaine quantité qui s'est absorbée dans le liquide, et sur la fraction molaire en normalisant entre chaque étage les fractions molaires en phase gaz. Donc, cette adaptation a été publiée dans un journal en 2021, Applied Energy. Ouais. On a également comparé ce modèle à un modèle d'équilibre issu de simulations sur ProSim. Et donc, ce modèle repose sur un découpage de la colonne en étages théoriques et suppose un équilibre entre le gaz et le liquide entre chaque étage théorique. Ce modèle nécessite de déterminer le nombre d'étages à partir des résultats expérimentaux. Donc, nous, on a utilisé les résultats expérimentaux de la thèse de David Benissry pour calculer ce nombre d'étages. Une des problématiques de ce modèle, c'est qu'on a une assez forte variabilité des résultats selon les variations d'hydrodynamique dans la colonne. Donc, pour les comparaisons, on a utilisé les résultats de David Benissry, donc selon certains paramètres opératoires qui variaient notamment sur le débit de liquide, la pression d'absorption ou encore le débit de biogaz. Donc, voici les résultats obtenus. Sur la gauche, le débit calculé par les simulations en fonction du débit mesuré expérimentalement. Et sur la droite, la fraction molaire en phase gaz du biométhane calculée par les simulations en fonction de celle mesurée expérimentalement. Donc, on constate qu'on a une assez bonne prédiction entre les deux, entre les résultats simulés et les résultats expérimentaux, avec entre 5 et 10% de l'écart relatif entre ces résultats. Et on a des résultats assez proches entre les deux modèles, avec néanmoins une légère surestimation pour le modèle de transfert par rapport au modèle d'équilibre sur le calcul de la fraction molaire. Les avantages du modèle de transfert sont néanmoins que ça ne nécessite aucune connaissance du procédé en amont de la construction et donc qui pourra être utilisé pour dimensionner une installation. Donc, on a ensuite utilisé ce modèle pour comprendre certains phénomènes qui se passaient dans la colonne. Et tout d'abord, on a évalué la force motrice entre le bas de la colonne et le haut de la colonne. Donc, tout d'abord, pour le CO2, on constate en bleu une diminution progressive de la fraction molaire en phase liquide du CO2 lorsqu'on monte dans la colonne, et une réduction de la force motrice entre le bas et le haut. Donc, on aura un transfert du gaz vers le liquide de bas en haut jusqu'à atteindre un palier en tête de colonne. Pour le méthane, qui est représenté en gris et noir, on a une forte augmentation en tête de colonne avec une force motrice qui est plutôt élevée. On va, au cours du trajet, observer une inversion dans le sens du transfert. Et cette fois-ci, on aura une désorption du méthane, du liquide vers le gaz, avec néanmoins une force motrice qui est plutôt faible. Donc, ces résultats permettent d'observer un transfert en sens opposé, en fait, donc à partir de ce niveau-là, avec une absorption du CO2 et une désorption du méthane, ce qui va pouvoir potentiellement engendrer des limitations des vitesses de transfert. En partie haute, on aura une forte absorption du méthane, ce qui va engendrer une diminution du rendement de récupération en méthane, et donc sans absorption et donc sans gain de pureté en CO2, en méthane. Pour ce qui est de l'influence de la régénération sous vide, donc on a évalué l'influence de la mise en place d'un vide primaire, donc de 1 à 0,5 puis 0,1 bar, donc des vides assez peu poussés. Et on a observé une amélioration de la fraction molaire en méthane dans le biométhane de 0,92 à 0,99, donc une augmentation de 7%.
Ce vide primaire permet d'obtenir la qualité de gaz nécessaire pour l'injection, donc supérieure à 97%. Parallèlement, on a un résultat de rendement de récupération en méthane qui reste stable à ces différentes pressions de désorption. Donc, cette gamme de pression, elle nous permet d'atteindre les performances qu'on souhaite pour la qualité injection. Et le modèle nous permet de calculer les différents débits et pressions à appliquer pour pouvoir réaliser notre prototype expérimental. Au niveau de la désorption intermédiaire, donc assurée par le GLCC, donc on a comparé par rapport à une modélisation sans la détente à pression intermédiaire avec 3 pressions différentes, entre 6, 4 et 2 bars. Et on a constaté l'augmentation du taux de récupération par rapport à la modélisation sans la pression intermédiaire, et avec une augmentation du taux de récupération en fonction par rapport à la baisse de la pression. Parallèlement, on a sur la fraction molaire du biométhane une stabilisation, une légère baisse de cette fraction, mais on constate une chute quand on diminue trop la pression, et donc on aura un compromis à trouver entre le taux de récupération et la fraction molaire du biométhane. Ce résultat s'explique par le gaz qui est produit par la désorption en fonction de la différence de pression. Donc le gaz qui est désorbé, en fait, en diminuant la pression, il va s'enrichir fortement en CO2, donc on aura une baisse de la teneur en méthane, et on va augmenter sa quantité. Donc, ça va impliquer comme on va le recirculer dans la colonne, ça va impliquer une augmentation du volume à traiter et une baisse de sa qualité en méthane. Et donc ça va perturber les performances de l'épuration. On constate également qu'on a une amélioration avec la baisse de pression de la qualité du bio-CO2 qui est produit, et donc ça peut être intéressant pour une éventuelle valorisation de ce bio-CO2. Sur l'influence des autres paramètres, donc la pression d'absorption dans la colonne P1 et le débit liquide Q0, on a une augmentation pour les 2 cas de la consommation énergétique et de la fraction molaire en méthane. Donc ce qui est intéressant, mais c'est associé à des pertes de rendement de récupération. Et dans les 2 cas, même en allant jusqu'à 20 bars ou 12 mètres cubes heure, on n'atteint pas les 97% en méthane requis. Pour l'influence de la désorption sous vide, par contre, on observe une translation vers des puretés beaucoup plus élevées pour des consommations énergétiques qui restent proches de celles de départ. Et avec un taux de récupération qui reste stable, donc ça nous permet d'envisager cette solution comme amélioration pour obtenir des puretés élevées. Donc ces résultats nous ont permis de produire un prototype expérimental, donc à échelle réelle, qui nous permet de réaliser l'épuration d'un débit de biogaz de 20 à 40 nanomètres cubes par heure. Et donc qui intègre ces 2 éléments, le GLCC, donc le séparateur gaz liquide, et la régénération sous vide. Et donc, le dimensionnement a été réalisé sur la base des résultats précédents de la thèse de David Billingsley et intégrant les résultats des simulations pour dimensionner ces éléments. Donc, sur la première année du projet, on a réalisé le dimensionnement et la conception de l'installation avec les partenaires Epurtech et ADG. Sur la deuxième partie, ADG s'est occupé de la fabrication et de l'intégration mécanique de l'installation dans un conteneur. Et pendant ce temps, on a préparé tout ce qui était raccordement, mise en route de l'installation, automatisme et régulation, et également les procédures de sécurité. Et donc, ça nous a permis de travailler en juin 2022 à la réalisation d'une campagne de mesure d'une durée d'environ 6 mois. Le prototype est donc présenté ici. Je vais vous présenter les éléments principaux de l'installation. Donc, tout d'abord, la colonne d'absorption, qui a une hauteur d'environ 3 mètres, avec un pied d'eau qui permet d'éviter que le gaz ne s'échappe par le bas, et qui est donc composé d'un garnissage principal, donc celui-ci, qui est en plastique, et sur lequel on a pu ajouter 2 couches supplémentaires de garnissage en inox. Le deuxième élément, c'est donc le GLCC. Donc là, vous avez la version maquette réalisée par les étudiants et la version industrielle qu'on a pu réaliser avec ADG. Et l'élément principal, le troisième élément principal, c'est donc le système de régénération sous vide qui est composé du mélangeur statique et associé à cette cuve de séparation ici, avec la pompe à vide qui permet d'extraire le gaz désorbé. On a également un tank à lait qui permet de faire un stockage d'eau
et qui est équipé d'un groupe froid de 5 kW. Donc, le site de méthanisation sur lequel on s'est installé, c'est le site de la ferme de la Motte, donc, qui est la ferme expérimentale de l'école d'ingénieurs de Purpan, voilà, qui fait 200 hectares et qui est, il y a 150 vaches laitières environ. Ils ont un système de micro-méthanisation qui est présenté ici et qui utilise un système de couverture de focalisé pour récupérer le biométhane produit. Ça a été développé par la société M-Cube et ça permet d'obtenir en moyenne 20 nanomètres-cubes de biogaz. Aujourd'hui, il valorise en cogénération sur un moteur de 36 kW électrique avec une revente sur le réseau et chauffage du bâtiment et des digesteurs et du digesteur. Donc, voici l'installation du prototype sur le site de la Motte dans le container. Donc, je vous propose maintenant de regarder une petite vidéo du fonctionnement de l'installation pendant une expérience menée sur site. Donc là, vous avez le Tancalé sur la droite. Et là, le container qui comporte la partie procédé et la partie commande. Donc là, on a un ventilateur d'extraction qui permet de déclasser l'ensemble de la zone ATEX. Là, vous avez le pied d'eau qui permet d'éviter l'envoi du gaz par le bas. Là, on a la cuve de séparation avec la pompe à vide. Là, on a les deux pompes utilisées pour circuler le liquide, le GLCC et le compresseur qui est derrière. Là, c'est la partie colonne d'absorption qui comporte donc le garnissage qui permet de réaliser l'absorption du CO2. Donc là, on va rentrer dans la partie commande. Donc on a un moniteur qui nous permet d'envoyer les consignes sur l'installation et qui permet de suivre les mesures réalisées sur le procédé en temps réel. Voilà le synoptique et les mesures réalisées, par exemple pression, débit, etc. Ensuite, on a l'armoire de commande principale et le système d'analyse des gaz, donc CO2 et CH4. Voilà, qui permet d'analyser les différentes sorties de gaz. Pour finir, on a ici le système de cogénération en vert et le système de charbon actif qui permet d'absorber les traces éventuelles de H2S. Et donc là, en arrière-plan, la fosse alisée avec la couverture de fosse sur le dessus. Donc, la réalisation de ces expériences ont pu être obtenues par une bonne régulation du procédé, qui nous ont permis de fonctionner sans interruption sur des durées de 2 à 3 heures pour une condition opératoire donnée. Et donc, on a observé des régulations stables et qui nous permettent d'obtenir un régime permanent. Donc là, vous avez par exemple la mesure sur une expérience de la pression d'absorption dans la colonne, la pression du GLCC et le niveau d'eau dans la colonne. Donc, sur une durée dépassant les 2 heures et demie. Donc, on observe qu'on obtient un régime permanent pour ces conditions opératoires et qui nous permettent donc d'extraire la moyenne de ces paramètres et de calculer les performances opératoires du procédé, donc taux d'élimination du CO2 et rendement de récupération. La réalisation de ces expériences nous ont permis d'obtenir une base de données de 36 points expérimentaux sur lesquels on a pu faire varier des paramètres plutôt classiques, comme la pression d'absorption dans la colonne, et également les 3 paramètres qu'on cherchait à mettre en avant, la pression du GLCC P3, la pression de désorption sous vide P5 et la hauteur de la colonne. Donc, je vais vous présenter un certain nombre les résultats expérimentaux les plus importants. Tout d'abord, on va commencer par les performances du séparateur gaz liquide, donc le GLCC. Donc, au niveau de l'entrée, on a pu prendre des images à ce niveau-là, sur une zone transparente, et on a observé un dégazage assez efficace avec un taux de bulle plutôt important, qui caractérise une bonne désorption du liquide. Au niveau du vortex, en partie basse ici, on a réalisé sur différentes conditions de débit liquide des vidéos qui nous permettent de voir que à plus bas débit, on avait un taux de bulle plus important en partie basse par rapport à l'expérience à plus haut débit. Donc, on a une structure variable du vortex selon débit liquide et qui caractérise des performances de séparation différentes. Donc, par exemple, à plus bas débit, on constate qu'on a un taux de bulle beaucoup plus important qu'à plus haut débit. Dans les deux cas, néanmoins, on a une diminution du taux de bulle par rapport à celle de l'entrée, et donc une certaine séparation du gaz contenu dans le liquide. Pour ce qui est des résultats obtenus sur la régénération sous vide, donc pour rappel, ça se trouve à ce niveau-là, et l'objectif, c'est de favoriser la désorption en diminuant la pression partielle du CO2
pour favoriser son dégazage. Et donc, ça nous permet d'améliorer potentiellement l'absorption dans la colonne. Donc, voici les résultats obtenus pour une variation de 0,8 à 0,3 bar, présentés ici. Donc, en vert, vous avez l'augmentation de la pureté en méthane, que vous observez, et en bleu, l'augmentation du taux d'élimination du CO2, qui passe de 14% à plus de 10% pour l'augmentation de la pureté en méthane. En très plat, on a les résultats des simulations, qui sont assez proches pour ces deux critères-là. En revanche, pour ce qui est du rendement de récupération, les simulations supposent qu'on a une stabilité du taux de récupération, alors qu'on constate une augmentation du taux de récupération expérimentalement. On a des tendances répétables sur d'autres expériences qui ont été réalisées avec des conditions opératoires fixes. Pour ce qui est de l'influence de la régénération à pression intermédiaire, donc par le GLCC, l'objectif c'est de récupérer une fraction importante du méthane pour le recirculer, et donc augmenter le taux de récupération global. Donc voici les résultats en comparaison avec une expérience sans GLCC et une variation des pressions entre 2 et 5 bars et demi. Et donc on constate, comme le prévoyait un peu la simulation, on a une augmentation du taux de récupération de l'installation, une stabilité de la pureté en méthane avec néanmoins une baisse à plus basse pression, et donc qui était prévue par la simulation. Sur une autre expérience, on a pu observer des conditions un peu similaires. Pour ce qui est de l'influence de la hauteur de garnissage, maintenant, donc on a superposé 3 couches de garnissage, une couche de rachis super-ring en plastique de 2,65 m, 40 cm de rachis super-ring en inox et 30 cm d'anopale en inox également. Donc voici les résultats obtenus pour cette superposition. On a observé pour le taux d'élimination du CO2 et la pureté en méthane une augmentation assez importante, surtout qu'elle se situe sur les derniers pourcentages de CO2 absorbés, donc ce qui est assez intéressant. En poussant un peu la pression dans la colonne et en diminuant un peu la pression de régénération sous vide, on a pu obtenir une fraction expérimentale en méthane de 97% dans le biométhane. Et donc, cette valeur-là permet de valoriser en injection d'azote et également en carburant véhicule. Par rapport au transfert de matière, justement, et à l'influence du garnissage, donc, avec un garnissage unique, on a en fait une perte de débit à l'ascension dans la colonne qui limite un peu les interactions entre le gaz et le liquide. Ça se traduit par une sortie de la zone de charge, en fait, qui permet de favoriser ces interactions-là. Et donc, on constate une diminution du coefficient de transfert de matière à l'ascension dans la colonne. En proposant un garnissage évolutif qui va s'adapter en fait à la réduction de ce débit, on va pouvoir maintenir les interactions et donc augmenter le coefficient de transfert de matière, augmenter ou stabiliser. Et donc, ça va permettre d'avoir un transfert plus important par rapport à un garnissage unique et donc de potentiellement réduire la taille de la colonne. On a également mesuré la consommation électrique de l'installation, qu'on a calculée à 0,8 kWh par m3, valeur qui est très supérieure à celles qui sont rencontrées dans la littérature, entre 0,2 et 0,4. Et en fait, on explique ça par un défaut d'aspiration du compresseur qui est situé à environ 30 mètres du point d'aspiration. Et en considérant qu'on avait une aspiration à 1 bar, on a pu réduire à 0,4 kWh par m3, ce qui correspond plus au résultat habituel. On a enfin réalisé un travail d'optimisation pour chercher à obtenir les objectifs d'épuration tout en minimisant la consommation énergétique. Et on a pu obtenir, pour des conditions de débit de 20 à 40 m3 de biogaz, des consommations de 0,25 et 0,23 kWh par m3. Et donc, ces performances épuratoires sont équivalentes à ce qu'on peut rencontrer sur la technologie à plus haut débit. Donc, ces résultats nous ont permis de proposer une analyse économique et environnementale de l'installation, que je vais vous présenter maintenant. Donc, on s'est basé sur l'étude économique sur 3 scénarios différents. Un en conversion en cogénération, donc avec production d'électricité, un deuxième en injection dans le réseau de gaz, et un troisième en production de carburant. On a utilisé un modèle économique. Je vous présenterai uniquement le bénéfice actualisé, dont les résultats sont présentés ici. Et on constate qu'on a une rentabilité de l'injection qui est supérieure à celle sur le carburant, qui elle-même est supérieure à celle sur la cogénération pour les hypothèses qu'on a utilisées. Ces résultats-là sont néanmoins assez dépendants des hypothèses réalisées.
Et donc, on a proposé des scénarios alternatifs, notamment en injection. On a augmenté la distance par rapport au point d'injection. Un deuxième scénario, on a appliqué une diminution de la décote appliquée sur le tarif de rachat. Et un troisième scénario, où on a proposé une valorisation de 60% de la chaleur qui était produite. Et donc, dans ce cas-là, on constate qu'on a sur la distance augmentée au point d'injection, un scénario qui est plus rentable, un scénario qui est nettement plus rentable sur l'injection numéro 2, et un troisième scénario sur la cogénération, où on a une certaine rentabilité. Donc, on a une forte dépendance de ces résultats par rapport à l'environnement du projet, en fait. Le carburant, a priori, est moins soumis à d'éventuelles variations extérieures, typiquement les cours du marché sur le gaz. Et enfin, pour améliorer la rentabilité des installations à petite échelle, on pourrait adapter les tarifs de rachat du gaz à la microméthanisation. Ça permettrait de renforcer un peu la stabilité de ces installations. Pour ce qui est de l'analyse environnementale, on a étudié un scénario de substitution du GNV, donc gaz naturel véhicule, qui est du gaz fossile, par du bio-GNV, donc avec une unité fonctionnelle de 40 ans dans mètre cube heure, et une méthode d'évaluation par la méthode Impact 2002+. Et je vous présenterai ici uniquement le critère de potentiel de réchauffement global, qui est présenté en unité point. Donc voici le résultat obtenu. Donc, on constate qu'on a un impact global qui est négatif, avec des émissions évitées par le transport avec le GNV, très supérieures à celles issues des émissions de l'épuration. Donc globalement, on a une diminution du potentiel de réchauffement global. Et les émissions de l'épuration, si on veut encore les réduire, elles sont dues en faible partie à l'électricité utilisée et en un peu plus grande partie aux fuites de méthane qui s'échappent par la sortie de bio-CO2. Donc, si on voudrait améliorer ce potentiel de réchauffement global, il faudrait diminuer principalement les fuites de méthane. Donc globalement, on a une substitution du GNV par le bio-GNV qui permet de réduire ce PRG, même à cette échelle. Et donc, si on veut limiter le PRG, il faut encore réduire les fuites de méthane. Donc, je vais maintenant conclure sur les résultats. Pour rappel, les objectifs étaient de développer un épurateur rentable à petite échelle et compatible avec l'injection dans le réseau. Donc, pour ça, on a fait un travail de modélisation et d'expérimentation sur site qui nous ont permis de caractériser la régénération sous vide, qui améliore la dissorption des gaz dissous, principalement du CO2, et qui améliore donc, in fine, la pureté du biométhane. Pour ce qui est de la désorption par le GLCC, donc on a une séparation gaz liquide qui est efficace, qui varie selon les conditions, et qui permet d'améliorer le taux de récupération du méthane. Quant à la hauteur du garnissage qui a été mise en place, elle permet d'atteindre les 97% de pureté en méthane, ce qui permet de le valoriser en injection, et la mise en place d'une distribution anisotropique, donc en fonction de l'évolution dans la hauteur, permet de pouvoir envisager la réduction de la hauteur de la colonne globale. Donc, un travail d'optimisation mené a permis d'obtenir les objectifs souhaités pour un coût d'investissement estimé à 7 500 € par mètre cube heure, contre des tarifs allant jusqu'à 8 000 € qui se trouvent dans les prix. Ces résultats nous ont permis de proposer finalement une analyse environnementale et économique avec une rentabilité qui était atteinte selon la configuration et une réduction de l'impact sur le réchauffement climatique par rapport à un scénario gaz naturel. Donc, pour les perspectives développées, tout d'abord scientifique, donc l'étude à échelle laboratoire d'une colonne à garnissage dans les mêmes conditions permettrait de caractériser un peu plus en détail l'hydrodynamique et donc de pouvoir valider les corrélations qui ont été utilisées. Au niveau technique, c'est important de valider le fonctionnement du procédé sur des plages de temps qui soient un peu plus grandes, avec un fonctionnement à distance, et d'étudier l'imbrication du procédé dans la chaîne de valorisation, donc entre méthanisation et la valorisation en aval. Au niveau des perspectives commerciales, donc aujourd'hui, on a une comaturation qui est en cours avec Toulouse Tech Transfer et qui va nous permettre d'amorcer le déploiement du procédé, donc avec la réalisation des études de marché et la réalisation d'un prototype qui intègre les retours d'expérience de la thèse. J'en ai fini. Merci pour votre attention. Je voudrais juste terminer en remerciant les partenaires du projet, notamment l'ADEME,
et donc tous les autres partenaires et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation du projet. Voilà. Merci.